On va parler du processus d'ascension, et ça ne veut peut-être pas dire grand-chose à tout le monde. Donc je vais donner un certain nombre d'explications. Mais avant de donner ces explications, je vais commencer par me présenter. Je fais des conférences depuis 2011, plutôt dans le domaine paranormal. Je ne me suis pas focalisé beaucoup sur l'ufologie, mais aujourd'hui je vais quand même en parler. Depuis 2011, je m'intéresse comme j'ai dit, au domaine paranormal, tout ce qui est santé, bien-être, et puis les sciences avancées. Il faut savoir qu'au niveau de mon parcours professionnel, j'ai travaillé pour Schneider Electric comme ingénieur en industrialisation dans le domaine de l'électronique. Et donc depuis peu, je suis pratiquement à la retraite, donc j'ai un congé de fin de carrière. Donc je vais pouvoir commencer. Alors pour revenir Grenoble, également, j'ai fait un certain nombre de conférences. Et une des conférences qui a marqué, c'est la théorie de la Terre creuse que j'ai pu faire. Et puis également, j'ai fait une conférence sur les crop circles. D'accord. J'ai fait une autre conférence sur la structure multidimensionnelle de l'homme et de l'univers. Donc ça, c'était à Biol. Et puis dernièrement, donc ça remonte au mois de février 2017. Donc j'ai fait une conférence sur Nibiru et l'ère du Verseau. Et donc là, c'est un peu, on peut dire, la suite. Et vous allez voir qu'il y a des événements qui vont se précipiter, donc dans les quelques mois et quelques années qui vont venir, dont je vais parler amplement lors de la conférence. Je saute trop bien. Voilà. Alors, je vais commencer par une définition concernant l'ascension. Donc l'ascension va se traduire pour l'humanité par un changement de conscience de la troisième dimension à la cinquième dimension. Donc la troisième dimension, vous êtes familiarisés parce que c'est tout ce qu'on voit dans le domaine physique. Donc la troisième dimension, c'est le domaine matériel, physique, tout ce qu'on peut toucher, voir, sentir, etc. au travers de nos cinq sens. Et maintenant, on parle ici de cinquième dimension et on a oublié la quatrième. Alors c'est un peu volontaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de votre existence, eh bien, vous allez avoir un changement de conscience, vous n'allez pas complètement disparaître, et vous allez vous retrouver sur un plan qu'on appelle le plan astral, qui fait partie de la quatrième dimension. Et donc, vous aurez à ce moment-là un corps qui est le corps astral, et les sens, la conscience correspondant à ce plan. Donc sur ce plan astral, vous aurez l'occasion de voir et de ressentir que votre corps va vibrer en fonction de vos émotions et de vos sentiments. Donc en vibrant en fonction de vos émotions et de vos sentiments, il va émettre des couleurs. Et donc les gens qui sont clairvoyants peuvent d'ores et déjà voir ces couleurs autour du corps et qui correspondent à l'état émotionnel de la personne. Donc on peut dire que le plan astral gouverne un peu, je dirais, le plan des émotions, des sentiments et autres. Et là, je parle de la cinquième dimension, donc c'est un plan un tout petit peu plus élevé qui correspond au plan mental. Alors donc, lorsque vous êtes dans la quatrième dimension, vous pouvez avoir toutes les émotions, des émotions les plus basses, comme la peur. La peur, c'est une des émotions les plus basses. L'agressivité, la violence, tout ça, c'est des émotions basses. Donc, vous pouvez partir des émotions les plus basses pour aller aux émotions les plus élevées, qui sont l'amour, le sentiment de paix, la sérénité, la joie, etc. C'est des émotions élevées. Et donc, lorsqu'on se retrouve sur le plan astral, en fonction de notre état émotionnel, donc vous allez vous trouver sur le plan correspondant à votre état émotionnel.
Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail par rapport à ça, mais une fois que vous aurez effectué votre séjour un certain temps sur le plan astral, eh bien, vous aurez peut-être envie de passer à un domaine un peu supérieur, qui est la 5e dimension, et là qui est le plan mental. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire que, je veux dire, sur le plan mental, vous n'aurez plus d'émotions, mais vos émotions seront toujours à un niveau très élevé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc je dirais que sur le plan physique, et c'est ce que vous pouvez constater par exemple dans le domaine animal et autres, eh bien, sur la conscience de la 13e dimension, c'est un peu la loi de la jungle. Donc ceux qui survivent, ce sont les plus forts. Et donc, c'est quelque chose qu'on a vécu pendant des milliers d'années, hein, mais actuellement, à cause de l'organisation de la société et de la conscience globale qui s'élève, on va passer à autre chose. Alors je vais vous parler ici de ce qu'est la conscience de la 5e dimension. Donc la conscience de la 5e dimension s'adresse, je dirais, au domaine de l'unité, au sentiment de l'unité et de faire partie, je dirais, de toute l'humanité, par exemple, d'être une cellule parmi d'autres d'un grand corps qu'on pourrait dire être l'humanité, et même peut-être encore de manière un peu plus globale, une cellule de l'univers. Et donc c'est ce sentiment d'appartenance à l'unité qui fait partie de la conscience de la 5e dimension, alors que dans la 3e dimension, eh bien, on a toujours vécu, je dirais, avec l'idée de la séparation, c'est-à-dire moi je suis différent des autres et c'est moi qui dois survivre, hein, et même si ça se fait aux dépens des autres. On a également vécu la dualité. La dualité, c'est des choses qui contrastent fortement, je dirais, dans la conscience, c'est-à-dire par exemple le froid, le chaud. Donc c'est quelque chose que vous vivez tous les jours. La division, eh bien, elle existe à tous les niveaux. Elle peut exister au niveau politique, au niveau des masses humaines. Donc la division, c'est quelque chose qui est aussi très vécu, je dirais, dans notre conscience de 3e dimension. Également, on va vous parler du sentiment de l'amour, de l'attraction et du service aux autres, hein, donc par opposition au sentiment de la haine, de la peur, de la répulsion et du service à soi. Donc lorsque vous serez dans la conscience, réellement dans la conscience de 5e dimension, eh bien, vous aurez réellement un sentiment d'amour. Hein, ça rejoint un peu l'unité, c'est-à-dire que vous aurez un sentiment d'amour pour tous les êtres, quels qu'ils soient. Et vous serez attiré par les gens, attiré pour les connaître, échanger avec eux, et du fait que vous serez attiré, vous aurez envie de leur rendre service. Et donc ça s'oppose à la haine, la peur, la répulsion et le service à soi. Hein, donc, par exemple, pendant très longtemps, je dirais dans le domaine politique, eh bien, on pouvait avoir de grands discours, mais au final, eh bien, c'était peut-être le service à soi. On s'en mettait plein les poches au détriment de la population. Alors la paix c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais connu de manière globale et de manière mondiale sur la Terre. Donc il y a toujours un pays où il y a encore de la guerre, des violences, etc., particulièrement en Afrique en ce moment, en Syrie et autres. Et quand il y a de la guerre, violence, ça crée aussi de l'insécurité. Et donc la paix, la joie, c'est quelque chose aussi qui est très important. En fait, c'est un peu une conséquence. Hein, c'est-à-dire si vous ressentez si vous ressentez de l'amour, de la paix, vous êtes en unité avec tout le monde, à ce moment-là, vous allez très facilement ressentir la joie, hein, qui s'oppose à la tristesse et la souffrance. Alors je dirais que sur Terre, au niveau physique, eh bien, on souffre à cause de maladies et autres. Alors il peut y avoir des souffrances physiques, mais aussi des souffrances morales, hein, parce que, par exemple, si vous perdez quelqu'un, hein,
qui est décédé ou autre, ou vous souffrez d'une grande maladie. Donc tout ça, ça peut entraîner des souffrances morales. Donc lorsqu'on sera dans la conscience de la 5e dimension, eh bien, tous ces aspects-là vont disparaître progressivement. La liberté, c'est quelque chose qui est très important et qui est revendiqué, je dirais, pratiquement depuis la Révolution, on va dire 1789, liberté, égalité, fraternité. Donc lorsqu'on dit liberté, égalité, fraternité, eh bien on est un peu dans cette conscience de 5e dimension, mais je dirais que c'est un peu les prémices. Les prémices, c'est-à-dire des grandes idées, des idéaux, qui ne se sont pas matérialisés tout de suite parce qu'il y a eu énormément de violence derrière. Et donc la liberté, ça s'oppose à l'asservissement, à la dictature, à l'esclavage et autres. Donc l'harmonie, eh bien lorsque vous vivez une vie harmonieuse, tout est équilibré, et l'équilibre vous fait ressentir, cet équilibre, cette harmonie vous fait ressentir une joie profonde. Donc ça s'oppose à la disharmonie, au chaos. Et donc, pour obtenir cette conscience de 5e dimension, eh bien, il va falloir, je dirais, faire taire un peu plus ce que j'appelle la conscience de l'ego. L'ego, c'est ce qui gouverne votre partie mentale, donc qui a beaucoup de logique, d'intelligence, etc. Mais qui peut vous induire en erreur parce que derrière l'ego, il n'y a pas toujours le sentiment d'amour. On voit surtout notre intérêt immédiat. Et donc, on va devoir passer de la conscience de l'ego, qui est je fais parler ma personne, à la conscience du soi, ou ce que j'appelle aussi le moi supérieur. Donc c'est la partie la plus spirituelle que vous pouvez avoir en vous, et qui vous parle tous les jours, mais avec une voix très faible. Vous avez beaucoup de mal à écouter. Donc la voix de votre soi ou moi supérieur. Et pour pouvoir l'écouter, une des pratiques qui a été appliquée, je dirais, depuis très longtemps, c'est la méditation. On peut dire que la méditation, eh bien, d'une certaine manière, comme le moi supérieur est en relation avec la partie la plus divine de votre être, eh bien, vous écoutez Dieu d'une certaine manière. Parce que vous êtes en phase de méditation profonde, et lorsque vous êtes en phase de prière, eh bien, vous parlez à Dieu ou à votre soi supérieur. Voilà, donc ça c'est pour des explications assez brèves sur cette conscience de 5e dimension. Et maintenant, je vais vous indiquer quelles sont les conditions qui vont favoriser la conscience de la 5e dimension. Donc là, vous voyez des enfants donc, qui respirent la joie pour l'instant. Et donc, il y a des choses qui se passent à l'intérieur du cosmos qui vont nous pousser progressivement vers cette conscience de 5e dimension. Et donc, la première chose, c'est ce que j'appelle la précession des équinoxes. Alors, précession des équinoxes, ça ne veut pas dire grand-chose pour grand monde. Donc, ce qu'on a remarqué dans notre ère moderne, c'est que l'axe de la Terre, qui pointe vers le nord géographique, eh bien, n'est pas fixe. Et donc, il fait une rotation complète en 26 000 ans. Et donc, c'est un mouvement extrêmement lent. Et les Égyptiens avaient déjà remarqué ce genre de mouvement et donc avaient construit, je dirais, le zodiaque qu'on utilise actuellement en astrologie. Donc, au travers de la précession des équinoxes, eh bien, jusqu'à présent, on pourrait dire, on était dans l'ère des poissons, et on est juste à la frontière, on est en train de passer dans l'ère du Verseau. Donc on va voir que les choses, maintenant, vont se précipiter, et vont s'accélérer, je dirais, avec cette entrée dans l'ère du Verseau. Donc j'avais fait aussi une conférence le 2 février 2017,
concernant une planète qui est dans le système solaire, donc qu'on appelle Nibiru, mais qui a d'autres noms, comme Planète X, Hercobulus et d'autres noms encore, et qui revient, je dirais, à proximité du Soleil, tous les 3600 ans. Eh bien, pour moi, cette planète, qui est pratiquement invisible dans le ciel parce que c'est une ancienne étoile, une étoile naine et brune, eh bien, elle est à l'intérieur de l'orbite terrestre, déjà depuis 2012, et je vais vous montrer des informations qui vont un peu dans ce sens-là. Donc, je peux dire qu'elle est rentrée en 2012 à l'intérieur de l'orbite terrestre, et va ressortir en 2018, et fin 2018. Donc, à cause de cette planète-là, vous allez voir qu'il va y avoir des conséquences sur le champ magnétique terrestre, et donc il y a un basculement en cours du champ magnétique terrestre. Donc je ne sais pas si vous êtes... Alors après, il y a des discussions au niveau scientifique. Tous les scientifiques sont à peu près d'accord pour dire que ça va basculer, mais ils ne sont pas d'accord pour dire quand. Et donc je vais vous donner quelques indications là-dessus. Si tu veux, je peux changer, mais oui. Voilà. Alors ici, je dirais que quand on regarde l'axe de la Terre, donc ici il y a le nord et puis ici le sud, on voit que cet axe de la Terre donc pointe en direction de l'étoile polaire, Polaris ici. L'étoile polaire, et puis il fait une espèce de cercle. Et donc il va rencontrer, pendant les 26 000 ans dont je vous ai parlé, plusieurs étoiles, donc Alpha Draconis, Vega, Deneb, etc. Et donc on va faire un tour apparent donc en 26 000 ans. Et donc on peut dire qu'on a été dans l'ère des poissons ici, voilà, et puis tout doucement, voilà, on se retrouve à la frontière entre l'ère du Verseau et l'ère des poissons. Donc maintenant je vais vous donner une explication astronomique de ce phénomène, parce que jusqu'à présent, beaucoup de scientifiques disaient, ben oui, c'est l'axe de la Terre qui bouge, mais en fait, l'axe de la Terre ne bouge pas du tout. Et vous allez comprendre pourquoi donc on a ce phénomène-là. Donc ici, vous voyez le Soleil, et puis donc, toutes les planètes du système solaire qui tournent autour du Soleil. Ça, c'est ce qu'on vous a appris jusqu'à présent. D'accord? Mais vous allez voir qu'en fait, il se passe une chose particulière, c'est que le Soleil, lui également, est en mouvement à l'intérieur de la galaxie. Alors la galaxie qu'on appelle la Voie lactée, hein, que vous pouvez voir le soir. Et donc vous voyez une espèce de traînée blanche comme ça, voilà, qui est relativement grande, que vous pouvez voir dans le ciel. Et donc vous voyez que la bande de la galaxie est quand même assez réduite. Eh bien, donc pendant que les planètes tournent autour du Soleil, le Soleil, lui fait son mouvement à l'intérieur de la galaxie. Et la galaxie, elle avance aussi. La galaxie, elle tourne sur elle-même. Et là, vous voyez, vous commencez à voir le mouvement en spirale du Soleil. Le Soleil fait un mouvement en spirale, c'est-à-dire qu'il va passer au-dessus du plan galactique et il va passer au-dessous du plan galactique. Et c'est un mouvement très régulier, hein, qui dure 26 000 ans. Et donc actuellement, eh bien, on est en train de rentrer à l'intérieur du plan galactique. Et c'est la raison pour laquelle donc, il y a un réchauffement solaire. Et donc ici, ce qu'on appelle la précession des équinoxes, c'est simplement le fait que le Soleil voyage dans la galaxie et que la Terre, à un moment donné, du fait qu'elle est entraînée par le Soleil, va pointer en direction d'une autre étoile. Et donc ce qui donne un mouvement apparent à l'axe de la Terre, mais la Terre ne bouge pas, son axe ne bouge pas. Donc on va pouvoir en rester là pour ici.
météorologiquement. Ouais, ça marche mieux. Voilà, alors maintenant, en ce qui concerne Nibiru, Nibiru, c'est une, comme je disais, c'est une étoile naine qui est brune, mais en fait elle émet essentiellement dans le domaine de l'infrarouge, et donc elle est pratiquement invisible, et on ne ressent que les effets thermiques et les effets gravitationnels de cette planète. Donc il se trouve que celle-ci fait un tour, a priori en 3600 ans, autour de la Terre, et donc il y a 3600 ans, eh bien, il y a eu un phénomène qui a été rapporté par les Égyptiens, qui s'appelle les diplés d'Égypte. Et donc lorsque vous relisez les diplés d'Égypte, vous allez voir que ça s'apparente à un réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique va être beaucoup moins prononcé que pour nous, parce qu'ici il va y avoir un effet conjugué du passage du Soleil lié à la précession des équinoxes sur le plan galactique et de l'effet de Nibiru. Alors, ici, donc, en 2012, cette étoile naine est passée à proximité de la Terre, et donc on en a ressenti les effets thermiques que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis en 2015, elle est arrivée à peu près ici, et là, elle est repartie. Donc il lui a fallu à peu près 3 ans pour aller là, et 3 ans plus tard, donc de 2018, et fin 2018, donc elle va quitter l'orbite terrestre en passant de nouveau très près de la Terre. Quelle serait sa conséquence alors? Je vais vous montrer les conséquences. Voilà, donc ici, ça c'est ce qu'on peut visualiser à partir de satellites. Donc il va vous montrer un peu la répartition de la glace dans l'hémisphère nord. Ici c'est l'hémisphère nord, et ici vous avez l'hémisphère sud. Donc on va calculer, on est capable de calculer donc, la quantité de glace, de surface de glace qu'on a dans l'hémisphère nord et qu'on a également dans l'hémisphère sud, donc à un moment donné de l'année. Ici, on a ce qu'on était capable de voir au 15 septembre 2018. Au 15 septembre 2018, donc on est un peu à la fin de l'été, et c'est à ce moment-là qu'on a le minimum de glace dans l'hémisphère nord, et qu'on a le maximum de glace dans l'hémisphère sud, parce qu'il y a le changement des saisons. Est-ce qu'on peut avancer ? Voilà. Alors ici, regardez ce qui s'est passé en 2012. Donc l'année 2012, elle a été prise comme référence. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un phénomène un peu particulier, qui est rapporté ici avec les pointillés. Donc ça, c'est la glace, l'évolution de la glace, donc entre juillet et novembre en 2012. Et on a la même chose en bleu pour 2018. Donc, regardez bien ici, on a des chiffres qui indiquent le nombre de millions de kilomètres carrés qui peut exister au niveau de la glace. Donc on a un maximum ici de 12 millions de kilomètres carrés et un minimum de 2 millions de kilomètres carrés. Il se trouve qu'en 2012, on était à peu près 3 millions, 3,5 millions de kilomètres carrés. Alors qu'on pourrait se dire, au fil du temps, étant donné que le réchauffement climatique augmente, en 2018, ça devrait être pire qu'en 2012. Eh bien non, en 2018, ici, quand on a atteint, on était à plus de 4,5, donc il y avait une différence de plus de 1,5 million de kilomètres carrés. Et donc cette différence ne peut pas s'expliquer par le réchauffement climatique. Il y a un autre phénomène externe qui explique la différence qu'on pouvait avoir, je dirais, au mois de septembre 2012 par rapport à septembre 2018. Vous voyez que la courbe ici de 2018, elle est en train de diverger un petit peu de la masse grise qui est ici. Alors la masse grise, je vais l'expliquer un peu rapidement. Ici, on a la moyenne depuis un grand nombre d'années, depuis les années 80, donc la moyenne de la glace. Et puis ici, on a ce qu'on appelle en mathématiques des écarts-types. Donc on a 2 écarts-types, c'est-à-dire un maximum en gros et un minimum dans lequel devrait évoluer la glace. Et bien ici, on est en train de s'écarter. On s'était déjà écarté en 2012, on est en train de s'écarter en 2018. Mais
pas de la même façon qu'en 2012. On peut avancer. Alors ici, j'ai regardé en fait ce qui s'est passé en fin 2017, début 2018. Et donc là, fin 2017, début 2018, on était en plein hiver. Et donc la glace reprend, je dirais, de la surface dans l'hémisphère nord. Et donc là, on était pratiquement presque à 12 millions de kilomètres carrés, donc au mois de décembre. Et si vous regardez bien, là vous avez une certaine pente qui suit à peu près la courbe grise, et puis après, la pente change. Hein, donc la pente change, et elle change entre deux dates, entre le 14 décembre et le 1er février. Et donc la valeur moyenne, la valeur entre les deux de ces deux dates, c'est à peu près le 7 janvier. Et bien ici, il y a donc eu un phénomène thermique, je vais vous l'expliquer après, qui fait que la glace n'a pas suivi la courbe normale grise, ce qu'elle aurait dû faire. Ce qui était lié au réchauffement climatique, parce qu'ici on était déjà au minimum de la courbe. Alors on avance un peu. Voilà. Alors ici, c'est ce qu'on voit dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère nord, il se trouve que ce qui a été pris comme année de référence, c'est l'année 2017. Parce qu'en 2017, comme vous avez pu voir sur la courbe précédente, eh bien, il y a eu un phénomène un peu particulier, c'est-à-dire qu'on était vraiment aux limites de la courbe grise, comme s'il y avait un phénomène thermique un peu spécial. Et regardez ce que ça donne au niveau de la courbe bleue. Là, on va bientôt quitter donc, la courbe grise. Donc, ça veut dire que probablement, ça va fondre assez rapidement, beaucoup plus rapidement qu'en 2017. Alors, on va voir ça un peu plus loin. On peut avancer. Voilà. Alors donc, j'ai fait un certain nombre d'observations, parce que je dirais que tant que Nibiru était au-dessus de l'écliptique, on le voyait assez facilement, un peu en dessous de l'écliptique. Il a commencé à être en dessous de l'écliptique en 2016, beaucoup plus en 2017. Et donc après, je dirais que la visualisation de Nibiru devient extrêmement difficile actuellement. Mais ce que je peux dire, c'est que ici vous avez l'orbite de la Terre. Vous avez l'orbite de la Terre, ici les orbites de Mercure autour du Soleil, de Vénus autour du Soleil. Et donc entre la Terre et le Soleil, il y a à peu près 150 millions, 149 millions de kilomètres. Eh bien, l'année dernière, le 10 janvier 2018, lorsque je vous ai montré la courbe tout à l'heure, eh bien Nibiru est à peu près à 50 millions de kilomètres de la Terre. Cette fois-ci, eh bien, le 31 décembre 2018, ça va se superposer. Donc ça superpose, mais il ne faut pas se dire ça va se toucher. Parce que, étant donné que Nibiru est très au-dessous de l'écliptique, il va être à un certain nombre de millions de kilomètres de la Terre. Mon estimation, c'est entre 20 et 30 millions de kilomètres. Mais ça veut dire que ça va être 2 fois plus proche que l'année dernière. Et si c'est 2 fois plus proche, les effets vont être 4 fois plus importants. Hein, donc ils vont être 4 fois plus importants au niveau thermique, 4 fois plus importants au niveau gravitationnel. Donc les effets gravitationnels, donc ça se mesure au travers des séismes qu'on peut avoir, des volcans qui vont se réveiller et qui ont déjà commencé à se réveiller. Hein, pour vous donner un exemple, donc l'année dernière, on avait à peu près 36 volcans qui étaient en éruption. Cette année, on en a 40. Hein, donc 10% de... Enfin, oui, 10% de plus. Oui. Ça veut dire qu'il va faire 4 fois plus chaud cet hiver? Alors, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on a le réchauffement climatique et va se superposer donc, à ce réchauffement climatique eh bien, l'effet thermique de Nibiru. Alors l'année dernière, si vous vous rappelez bien, entre le 14 décembre et le 1er février, on a eu tout un tas d'inondations dans le nord de la France. Il y a eu à peu près 285 communes qui ont été inondées. Eh bien, imaginez un peu si l'effet thermique est 4 fois supérieur. D'accord? Donc, actuellement, c'est difficile de dire quelle va être l'ampleur et l'amplitude de cette influence de Nibiru sur la Terre, mais je pense que ça va être assez important. Et donc,
on va le ressentir actuellement, on pourrait dire, on commence à le ressentir, puisqu'on a eu par exemple des inondations dans l'Aude. Dans l'Aude, eh bien non, les inondations dans l'Aude, c'est uniquement lié au réchauffement climatique. Donc c'est pas encore l'influence de Nibiru. L'influence de Nibiru va se faire sentir à partir du début décembre, jusqu'à fin janvier. Donc il va y avoir 2 mois qui vont être particulièrement difficiles à passer, et je dirais il va y avoir un nettoyage global de la planète. Donc je pourrais prendre aussi un exemple. Donc on peut dire qu'en 2012, donc on a commencé à ressentir les douleurs de l'enfantement. Donc en 2018, fin 2018, ça va être la délivrance, donc la perte des eaux, comme on dit. Quand on parle de l'ère du verso, verse-eau, on parle bien de l'eau qui arrive en quantité. Et donc là, je dirais que la planète va accoucher d'un nouveau bébé, et ce nouveau bébé, ça va être vous. Donc c'est pour vous aider à vous faire passer dans cette conscience de 5e dimension. Je vais expliquer un peu plus. On peut vous poser une question? Oui. Nibiru, je n'ai pas suivi la conférence que vous avez faite, mais on la voit. Comment on connaît ce... On ne la voit pas, mais par contre, pour depuis déterminer la trajectoire. Oui, depuis les années 80, on est capable de la suivre avec des télescopes infrarouges. Et donc depuis les années 80, on a commencé à avoir des télescopes infrarouges, et là on en a plus d'une dizaine. Et je dirais que les télescopes qui arrivent bien à suivre, c'est essentiellement ceux qui sont proches de l'Antarctique. Parce que alors les Égyptiens, ils ont juste enregistré les problèmes qu'ils ont eu. Les problèmes qu'ils ont eu, mais ils ont eu un gros volcan qui s'est rentré en éruption aussi à proximité et qui a causé de certains problèmes. Là par exemple, vous avez le Yellowstone qui est basé aux États-Unis, qui présente des risques actuellement, et la NASA pense à refroidir le volcan. Je ne sais pas s'ils arriveront à temps. Parce que... À l'époque, quand il avait explosé il y a 600 000 ans, je crois, et c'était 1,5 mètre de cendres sur 1500 km. Oui. Donc les cendres pourraient couvrir la moitié des États-Unis. C'est ce qu'on appelle un supervolcan. La moitié des États-Unis pourrait être couverte par les cendres. Alors si ça se produit dans les mêmes conditions que ça s'est produit il y a 600 000 ans. Oui. Est-ce que le déclin de cet effet thermique, vous le chiffrez en date? Par exemple, pour ces 1000 prochaines années? Est-ce que si la révolution fait 3600 ans? Alors, je dirais que là, fin 2018, Nibiru va repartir d'où il est venu. Donc, son effet va se faire de moins en moins sentir. Donc, ici, on va avoir des phénomènes un peu extrêmes donc en fin d'année, mais ces phénomènes ne vont pas se reproduire avec la même intensité l'année suivante. L'année suivante, ça sera uniquement lié au réchauffement climatique. On peut s'attendre à un rééquilibre alors sur le long terme? Oui, sur le long terme, on va trouver des solutions, mais ça va demander encore un peu de temps. C'est quoi les sources de Nibiru? Parce que une planète, une étoile aussi proche du système solaire, on en entendrait peut-être parler un peu plus aussi. Donc, moi, je ne vais pas pouvoir vous avancer des preuves. J'ai essayé d'avancer quelques preuves lorsque j'ai fait la conférence donc il y a 2 ans, en 2007, enfin début 2007. 2017. Le 2 février exactement. Et 2017, oui. Donc ce soir, c'est pas mon objectif. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais s'il se passe réellement des choses en fin d'année, vous pourrez convenir après que j'ai eu raison, mais s'il ne se passe rien, vous pourrez dire j'ai eu tort. Donc je peux avoir tort, tout est possible. Alors ici, pour moi, également sur le champ magnétique terrestre, c'est aussi une des conséquences du passage de Nibiru. Et donc, on peut dire que la Terre se présente un peu comme un aimant, donc il y a un pôle nord et un pôle sud, mais le pôle nord est légèrement décalé par rapport au pôle nord, le pôle nord magnétique est un peu décalé par rapport au pôle nord géographique. Et vous allez voir que les choses s'accélèrent aussi à ce niveau-là. On passe, voilà.
Alors on a enregistré un petit peu le mouvement du pôle magnétique, du pôle nord magnétique depuis les années 1590. Hein, vous voyez, jusqu'aux années 1970, en fait, il ne se passait pas grand-chose. Hein, donc, il y avait une variation de l'ordre entre 10 et 20 km par an maximum sur toute cette période. Mais à partir des années 80, eh bien, tout d'un coup, on a vu commencer eh bien, on a vu donc une vitesse de déplacement du pôle nord magnétique monter. Donc là, par exemple, ici en 1980, on est monté à un peu plus de 30 km. 30 km, et ce phénomène n'a pas cessé d'augmenter, et je pense que ça va encore augmenter, vu le passage de Nibiru directement au pôle sud, parce que cette fameuse étoile planète eh bien, aurait un champ magnétique particulièrement fort qui viendrait s'opposer, je dirais, à notre champ magnétique actuel. Et donc, à l'intérieur de la Terre, il y a un noyau, et donc le noyau va progressivement inverser son champ magnétique. On passe celle-ci. Alors, ici, en 1860, on était là, le pôle nord magnétique était là. Donc, jusqu'aux années 2000, ça avait fait tout ce parcours-là. C'est un parcours presque en ligne droite, hein, jusqu'en 2010. Et donc, ici, on s'aperçoit que le pôle nord géographique est ici. Donc on était relativement loin du pôle nord géographique, et puis plus les années passent, plus ça s'accélère. Alors pour vous donner une impression visuelle de la façon dont ça se passe, c'est pas moi qui ai fait le graphique, mais des scientifiques. Alors, je dirais qu'ici, on va attendre un petit peu. Depuis les années 70, on peut dire, les années 70, donc le pôle nord magnétique était ici, et plus ça va, plus il se rapproche du pôle nord géographique en s'accélérant. Vous verrez, vous devez ressentir un peu l'accélération, et du fait, enfin ça c'est mon opinion, on verra si ça se confirme ou pas, et du fait que Nibiru va passer directement sous le pôle sud de la Terre, eh bien ça va multiplier X fois donc le déplacement de ce pôle nord magnétique. Voilà, donc on peut dire que si on avait une estimation à faire, le renversement du pôle nord magnétique ne va pas se faire de manière instantanée. Ça va demander quelques dizaines d'années pour moi. Mais quelques dizaines d'années, c'est beaucoup plus réduit en termes de temps que 1000 ans ou 500 ans, comme certains scientifiques pensent. Alors on va voir une des conséquences. Donc ça, on peut le... Voilà, donc la diapo suivante. Voilà, une des conséquences ici du changement magnétique qui n'est pas contesté par le monde scientifique, hein, mais ce qui est juste contesté, c'est le timing. Eh bien, on va avoir de plus en plus l'apparition d'aurores boréales un peu partout. Et donc, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau du Soleil, eh bien, le Soleil fait un changement magnétique tous les 11 ans. Et quand le nord passe au sud et le sud au nord, eh bien, à un moment donné, dans cette trajectoire, eh bien, il y a plusieurs pôles nord sur le Soleil et plusieurs pôles sud. Et on pense que sur la Terre, ça va être un peu le bazar aussi. On devra avoir plusieurs pôles nord et plusieurs pôles sud, et des apparitions d'aurores boréales en masse. Et pendant que ça va se produire, donc le champ magnétique va aussi être plus réduit. Il faut savoir que le champ magnétique, c'est celui qui nous protège normalement contre les vents solaires. Hein, donc il va dévier les vents solaires qui vont être déviés vers les pôles. Et donc là, on ne va plus avoir de bouclier protecteur tel qu'on avait jusqu'à présent. Les vents solaires vont pouvoir donc pénétrer beaucoup plus facilement. Il y aura plus de personnes. Donc, on y va.
Alors, donc je vous ai parlé de deux phénomènes, donc la précession des équinoxes, qui amène pour moi le réchauffement climatique. En même temps que ça amène le réchauffement climatique, ça amène aussi plus de lumière sur Terre. Donc la Terre est beaucoup plus illuminée, plus de lumière d'une manière générale. Et on va voir quelle va être la conséquence derrière. Donc au niveau de la communication, on peut dire qu'on a une extension de la communication à l'échelle planétaire, avec Internet et les réseaux sociaux. Voilà, et on a aussi actuellement accès à un grand nombre de connaissances qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Ceux qui veulent se documenter, avoir des informations dans tel ou tel domaine, peuvent le faire beaucoup plus facilement. Alors, je dirais que le risque avec Internet, c'est ce que Trump dirait, les fake news ou les fausses informations. Donc là, il faut se méfier un peu de l'utilisation de cet outil qui est très puissant. Et donc, en termes de communication, on est en train de faire aussi beaucoup plus de voyages que par le passé, et donc de faire des voyages sur tous les continents. Et on est en train de prendre conscience de ce qu'est la planète. En fait, la planète, c'est un petit village où on est actuellement un peu plus de 7 milliards d'êtres humains. Voilà, mais moi qui ai eu l'occasion, donc pendant mon parcours professionnel, d'aller un peu aux quatre coins de la planète, j'ai vu que les cultures, effectivement, sont différentes, mais on s'entend très bien avec les Chinois, les Philippins, les Américains, etc. Donc il n'y a pas de problème. On peut toujours trouver des points de discussion, d'entente, etc. Donc les gens, même s'ils sont d'une ethnie différente, ne sont pas fondamentalement différents. Donc on passe ici. Donc il y a eu des avancées sociales et techniques. On peut dire que la population à l'échelle mondiale a plus de temps pour s'extraire des tâches quotidiennes et du travail. Donc il y a eu, par exemple en France, la mise en place des 35 heures. Donc il faut savoir qu'on n'aurait jamais pu passer aux 35 heures si on n'avait pas eu la mécanisation, l'automatisation, la robotisation, etc. Donc il y a de moins en moins de travail, d'une certaine manière, et donc les gens, je dirais, la société est obligée de réduire un peu le temps de travail. Donc les hommes et les femmes peuvent prendre plus de temps pour méditer sur leur vie. Donc ça, pour être en phase de méditation, il n'y a pas besoin de se mettre en lotus, dans la position du lotus, de fermer les yeux, etc. Vous méditez tous les jours, sans vous en apercevoir. Et lorsque, par exemple, vous marchez tout simplement dans une forêt, vous marchez à l'extérieur, que vous êtes absorbé par votre être intérieur, et bien là, vous êtes dans une phase de méditation, même s'il n'est pas très profond. Voilà, donc on avance. Eh bien, je dirais que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle pour l'humanité, et le cycle a démarré il y a bien longtemps, il y a des milliers et des milliers d'années. Donc la famille humaine doit passer à un autre stade de son évolution, après des centaines de millénaires, à évoluer en 3D. Donc il y a eu tout un tas d'évolutions génétiques sur l'être humain, qui ont eu lieu de manière, je dirais, plutôt artificielle, et qui d'une certaine manière, au bout du bout, nous ont quand même favorisé l'évolution, même si au départ, c'était fait pour nous contrôler. Donc nous sommes maintenant réunis en grand nombre, de plus de 7 milliards d'êtres humains, et donc la réunion de toutes ces personnes, eh bien, c'est pour essayer, et pour tenter d'inaugurer le cycle suivant, celui qui va arriver avec l'ère du Verseau. Voilà, donc on y va. Alors, pour ça, pour pouvoir passer, je dirais, dans la conscience de 5e dimension, donc il y a un grand nombre d'aides extérieures les choses qui pourraient paraître les plus évidentes, c'est-à-dire que nous nous incarnons sur Terre, et bien avec on peut dire, une mission, un programme. Donc chacun a sa mission particulière, mais de manière globale, toutes les personnes qui sont nées depuis plus de 60 ans, eh bien, ont intégré le fait, au niveau de leur âme, qu'il y aurait un jour ou l'autre un processus d'ascension,
Et donc les âmes qui viennent actuellement, au travers de nos enfants, sont des âmes encore plus évoluées que nous. Hein, donc vous allez peut-être entendre parler des enfants cristal. Il y a tout un tas de termes qui désignent les enfants indigo, les enfants arc-en-ciel. Il y a tout un tas de termes qui désignent la nouvelle conscience des enfants qui viennent. Et bien ces enfants-là qui viennent, et les âmes donc, qui sont descendues sur Terre et qui ont incorporé leur être physique, eh bien, sont arrivés avec une mission importante qui est de favoriser l'ascension, même s'ils n'en sont pas complètement conscients. Alors on continue. Alors il y a des aides extérieures, donc vous avez peut-être entendu parler de la Fédération Galactique. Donc la Fédération Galactique, je dirais que c'est un grand nombre de nations extraterrestres, galactiques, alors extraterrestres et intraterrestres. J'ai fait une conférence donc sur la théorie de la Terre creuse. Il se trouve qu'à l'intérieur de la Terre également, il y a des entités extrêmement évoluées qui participent actuellement donc à ce processus d'ascension. Donc on peut dire les êtres extraterrestres et intraterrestres, donc qui vu le mouvement cosmique qui est à l'heure avec la précession des équinoxes, l'entrée dans l'ère du Verseau, eh bien se sont dit, oui c'est le moment de libérer la Terre et de la sortir de sa matrice. Parce que jusqu'à présent, la Terre était enfermée dans une matrice, donc on n'avait pas conscience que des êtres extérieurs existaient. Il y en a certains qui criaient ça par les toits ou par les fenêtres tous les jours, et oui, il existait des extraterrestres, mais personne ne les croyait. Hein, donc ce genre de choses, on dit, ben non, le gouvernement n'a jamais rien dit à ce sujet-là, donc ça ne doit pas exister, les extraterrestres n'existent pas, les ovnis non plus, tout ça c'est de l'imagination. Eh bien, je dirais que aussi bien les entités extraterrestres négatives que les entités extraterrestres positives avaient intérêt à ce que la Terre reste pour un temps à l'intérieur de sa matrice, c'est-à-dire qu'on n'ait pas connaissance de rien, de telle manière à pouvoir nous laisser le libre arbitre, hein, le libre arbitre qui favorise le plus possible l'évolution sur Terre. Et donc, les entités négatives en ont profité pour essayer de contrôler tout ce qui se passait sur la Terre et nous maintenir dans la conscience de troisième dimension. Et donc c'est pour ça qu'ils ont provoqué des violences, des guerres, etc. Pour maintenir notre conscience ici dans la troisième dimension le plus longtemps possible. Mais ça, c'est terminé. Et donc, et c'est pour ça que je vais vous montrer quelques vidéos. Il y a un début d'intervention de la Fédération Galactique à l'échelle non seulement de la Terre, mais du système solaire tout entier. Parce que c'est le système solaire qui est en train d'ascensionner. Donc les aides des entités spirituelles qui nous transmettent des messages en continu avec les channels, ça je vais en parler un peu plus tard. Et donc on passe... alors, les channels reçoivent des messages des entités spirituelles ou des entités extraterrestres. Ils sont plus ou moins précis. Et donc souvent, il est difficile de trouver des preuves de ce qui est raconté. Par contre, ici, en l'occurrence, eh bien, on a un début de preuves hein, sur ce qui est raconté ici par un certain Brad Johnson. Donc, Brad Johnson, c'est un Canadien. Il a une trentaine d'années, entre 30 et 40 ans. Et donc, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il fait du channeling. Et donc là, le 22 septembre 2018, il a reçu un message assez précis. Donc, et je vais vous lire le contenu de ce message. Une grande quantité de vaisseaux spatiaux ont émergé du Soleil suite à l'activité du Soleil qui s'est produite il y a un peu plus d'une semaine. Donc là, on était le 22 septembre. Donc c'était vers la mi-septembre. Ces vaisseaux spatiaux sont des observateurs, effectueront des configurations de routine qui permettront au poste d'observation et au protocole de surveillance de prendre effet.
Donc là, c'est l'observation. Certains vont avoir une mission d'observation du Soleil, parce que du fait que je dirais, la protection de la Terre est un peu moins bonne, donc ils voudraient surveiller les vents solaires pour que rien de négatif ne puisse arriver sur Terre. Donc leur fonction sera liée à l'observation de la Terre, au contrôle solaire, voilà, c'est ce que je disais, à la défense et à l'intervention planétaire. Donc comme on est actuellement dans cette phase d'ascension, les extraterrestres, la Fédération Galactique, ne veut absolument qu'on ne soit pas perturbé par des interventions extérieures, d'entités négatives qui pourraient nous faire redescendre dans la conscience de troisième dimension. Donc cette flotte de vaisseaux spatiaux varie selon les arrangements, chacun ayant des fonctions spécifiques telles que celles mentionnées précédemment. Ils préserveront également la quarantaine présente dans le système solaire pour empêcher tout groupe tiers non autorisé d'entrer dans le système solaire susceptible de perturber les agendas actuels établis entre la Confédération Galactique et les gardiens de l'Alliance. Donc là, la quarantaine, on peut dire, elle est encore maintenue pendant un petit temps. Donc on est encore, on peut dire, un peu dans la matrice. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas se dévoiler tout de suite, donc en masse donc, sur la planète Terre, mais c'est un processus qui est en cours et qui va arriver bientôt. Ce qui se passe n'est en aucun cas une invasion, la présence de flotte interstellaire marque la fin d'un temps très sombre pour l'humanité. Donc là, il montre, en fait, ici, on va sortir, sortir de la matrice, sortir du temps sombre où on a été dans cette conscience de troisième dimension. Une nouvelle ère est sur le point de commencer qu'on dira la divulgation d'informations. Et donc ça, c'est quelque chose que vous allez constater. Je dirais qu'il y a une partie de la divulgation qui a commencé à être faite, mais elle n'est pas encore réellement officielle. Et donc, la divulgation va continuer en 2019, je dirais début 2019, et va continuer toute l'année 2019. Et donc, il ne faut pas s'attendre à une divulgation sur le plan extraterrestre en vous disant, bah oui, donc les extraterrestres existent bien, etc. Mais ça va être une divulgation de tout ce qui s'est passé sur Terre. Sur Terre, il y a beaucoup de choses qui nous ont été cachées et qui sont arrivées sur Terre. Donc il va falloir d'abord passer par cette étape-là, de divulgation de toutes les informations qui vous ont été cachées et qui ont nui d'une manière globale à l'humanité. Et donc toutes les personnes qui ont fait cette nuisance à l'humanité vont être exposées au grand public. Et il y aura peut-être des jugements aussi qui vont être faits. Donc ça conduira à la divulgation d'informations. Donc là, ça va commencer dès 2019 à des solutions, à des applications sur la scène mondiale pour commencer à vivre sur Terre comme prévu. C'est-à-dire qu'on sait, et j'ai fait une conférence là-dessus, par exemple sur les énergies, qu'on peut se passer des énergies du pétrole et autres pour privilégier progressivement, non pas sur les énergies renouvelables, mais sur les énergies libres, et donc permettre à la Terre de retrouver la splendeur et la beauté qu'elle avait pu avoir avant toute cette époque industrielle où on a utilisé un maximum donc le pétrole, le charbon, le gaz, etc. Et donc leur objectif, c'est qu'on puisse vivre sur la Terre comme prévu, c'est-à-dire en tant que peuple uni. Donc je parlais d'unité, d'unification. Donc il doit avoir lieu sur la Terre. Les flottes interstellaires resteront en arrière-plan dans l'accomplissement de leurs tâches. Donc elles ne se montreront pas de manière visible, mais on a des photos que je vais pouvoir vous montrer néanmoins. Et donc le reste de la partie se poursuivant, l'humanité améliorera l'humanité. Cela ne doit pas être fait par des visiteurs hors du monde, hors de ce monde, hors du monde. Voilà, donc alors là il faut lancer le... Donc là c'est, je dirais, une information qui est donnée pratiquement tous les jours, tous les 2 jours, sur ce qui se passe de manière globale sur la planète. Là j'ai extrait uniquement les informations concernant l'ufologie et l'observation d'OVNI, donc par
par un télescope. Enfin, c'est un observatoire qu'on appelle le SOHO, donc un satellite qui a été mis à 1,5 million de kilomètres de la Terre et qui tourne en orbite autour du Soleil. Et pendant qu'il tourne en orbite autour du Soleil, la Terre suit également son orbite et voyage à peu près à la même vitesse que ce satellite. Donc on a pratiquement les images du Soleil et de ce qui se passe autour du Soleil en temps réel. Voilà, donc on peut lancer la vidéo. Alors ça c'est quelque chose qui a été observé donc, au mois de septembre, le 4 septembre, donc à partir de l'Italie je crois. Donc c'est des flottes d'OVNI mais ça on en voit, je dirais pas de manière un peu régulière, mais là ce qui était un peu exceptionnel c'était le nombre d'OVNI qui passaient au-dessus de la Lune. Donc celui qui fait les news s'appelle Roberto Nunez. C'est la Lune. Oui, ça c'est la Lune. Et donc avec un télescope, donc ici le satellite est équipé de plusieurs appareils pour observer, je dirais, le Soleil et tout ce qui se passe autour du Soleil. Et donc ici, on voit, il faut se dire que le Soleil se trouve ici sur la gauche, et que là, on voit des choses. Voilà, le Soleil est ici au centre. Et donc, il y a un premier satellite qui s'appelle COR 2, donc c'est photographiant en gros la couronne solaire. Et donc ici, on a photographié ici 3 points. Alors ici, regardez celui-ci, vous voyez plusieurs pixels, des pixels. Et donc quand on calcule donc la dimension que représente un pixel c'est pratiquement 10 000 km. Si l'objet est près du Soleil. Par contre, s'il est beaucoup plus proche du satellite, ben c'est beaucoup plus petit. Je pense que c'est beaucoup plus petit et qu'on a réussi à capturer ces images-là parce que l'engin était plus proche du satellite, qui n'était pas au niveau du Soleil. Donc il est beaucoup plus petit, mais néanmoins très grand. Ça peut faire plusieurs kilomètres. Voilà, donc début septembre, ça c'est des photographies début septembre, et donc on a accumulé un grand nombre de photographies, des amateurs aussi ont vu des choses. Donc ici, regardez, là il est probablement très proche du satellite, là relativement loin. Mais c'est le même type d'objet. Et donc là, les images qui sont faites, auxquelles vous pouvez avoir accès également sur Internet, eh bien, donc apparaissent soit en orange ou en bleu. Ici, vous voyez, cet objet-là est probablement plus proche que celui qu'on a vu. Est-ce que ces images sont commentées par les agences spatiales qui sont à l'origine de ce fichier? Non, les agences spatiales ne commentent pas les images. Enfin, ici, bon, donc on a l'impression que c'est carrément une flotte, là, donc, qui se déplace à proximité, pas très loin du Soleil. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre ce qui s'est passé mi-septembre et le 19 septembre 2018, la fermeture de certains télescopes solaires sur la planète? Complètement. Il y a eu 7 observatoires qui ont été fermés donc en septembre, et notamment un au Texas que j'ai un peu... Nouveau-Mexique. Oui, Mexique, c'est Nouveau-Mexique. 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 Donc a été observé, et je pense qu'ils voulaient en fait éviter qu'on ait des images prises en vidéo. Parce que ça, on peut dire, bah oui, c'est des photos, mais en vidéo, quand on voit le déplacement des objets, là, ça donne des preuves beaucoup plus importantes. Et donc il y a eu des observatoires qui ont été arrêtés, il y a eu une investigation avec la FBI. Officiellement, ce qu'on nous donne comme version officielle, c'est qu'il y a eu un problème de quelqu'un qui bossait dans l'observatoire au Nouveau-Mexique, qui avait des problèmes de pédophilie avec saisie des ordinateurs, mais les autres observatoires solaires sur la planète ont fermé. Je ne vois pas de lien, en fait.
à part qu'on Mais cache quelque en chose sur plus le de ça, soleil. donc, il y a 2 télescopes qui sont arrivés hors de service. Donc le télescope Hubble et le télescope Chandar. Le télescope Hubble qui a fait des magnifiques images, et le télescope Chandar qui était réservé, je dirais, à l'observation en rayon X. Donc ils ont eu les deux le même problème, un problème de gyroscope. Donc est-ce que c'est un problème réel? That is the question. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a quand même un grand nombre de photographies qui sont un peu troublantes sur éventuellement une présence extraterrestre. Et donc si ce que Brad Johnson a dit, si ça se confirme, eh bien tout le système solaire actuellement donc, serait occupé, on peut dire, par la Fédération Galactique. Et ce qu'ils vont faire la même chose que ce qui va se passer sur Terre, c'est-à-dire qu'ils vont faire du nettoyage. C'est-à-dire que les entités négatives qui existent non seulement sur Terre, mais également sur la Lune, sur Saturne, sur Phobos, la Lune de Jupiter et sur Mars. Donc toutes ces entités, on va leur demander de partir ailleurs, d'aller évoluer ailleurs. Voilà, donc si on peut arrêter cette vidéo-là, on va passer. C'est en haut et voilà. Voilà. Alors ici, donc je vais vous montrer ce que les